Bienvenue sur notre chaîne. Ici nous partageons avec vous chaque semaine un livre audio sur la liberté financière. Abonnez-vous et bonne écoute. Trading in the Zone, maximiser ses performances grâce à la concentration et à la discipline. Livre écrit par Harry Kiev, auteur de Trading to Win. Remerciements. Comme pour mon précédent ouvrage, Trading to Win, de nombreuses personnes m'ont aidé à appréhender les complexités du trading. Je tiens tout d'abord à remercier les différentes entreprises avec lesquelles j'ai collaboré et qui m'ont permis d'aider les traders à exploiter leur potentiel caché et à obtenir des résultats exceptionnels malgré le stress intense du trading. Je suis reconnaissant aux traders avec lesquels j'ai travaillé et qui m'ont incité à approfondir les subtilités de cet art, ainsi qu'à ceux qui ont lu et commenté des passages du manuscrit et m'ont aidé à clarifier certains concepts abordés dans ce livre. Enfin, je remercie Tricia Brown pour son travail remarquable tout au long de l'élaboration et de la rédaction de cet ouvrage, du début à la fin, et Grace Lichtenstein pour sa relecture attentive lors des dernières étapes de sa finalisation. Et bien sûr, rien de tout cela n'aurait été possible sans le soutien et les encouragements constants de ma merveilleuse épouse, Phyllis, qui m'a une fois de plus aidé à réaliser mes rêves. Contenu. Introduction. Première partie, se mettre dans le bain. Chapitre 1. Définir la zone. Comment entrer dans la zone? Comment être dans la zone? Comment rester dans la zone? Chapitre 2. Surmonter le passé. Identification des programmes passés. Modifier son comportement. Chapitre 3. Utiliser un objectif. Définir l'objectif. Résister à l'approche de fixation d'objectifs. Mise en œuvre d'une stratégie. Maintenir le rythme mental. Rester engagé. Deuxième partie, se préparer à l'échange. Chapitre 4. Collecte d'informations. La nécessité d'une bonne analyse. Déterminer ce qui est pertinent. Traitement des informations. Le timing est important. Chapitre 5. Comprendre l'analyse. Utilisation de l'analyse technique. Analyse des indicateurs techniques. Comprendre les macros. Chapitre 6. En savoir plus. Prendre l'avantage. Trouver de la valeur dans une entreprise. Raison fondamentale d'acheter. Comprendre les variables invisibles. Troisième partie, maîtriser le risque. Chapitre 7. Gérer le risque. Analyser vos statistiques. Jouer plus grand. Constituer un portefeuille. Chapitre 8. Tolérer la douleur. Maîtriser vos émotions. Gérer les pertes. Quatrième partie, trader de manière constante. Chapitre 9. Apprendre de ses erreurs. Choisir le haut ou le bas. S'accrocher à des titres perdants, ne pas prendre de bénéfices, enchérir sur des actions, se fier à son intuition. Sur trading. Analyse des erreurs. Chapitre 10. Surmonter les obstacles psychologiques. Se libérer du regret du vendeur, du perfectionnisme et de la paralysie. Le syndrome du « pauvre de moi ». Combattre la complaisance. Incapacité à s'adapter. Franchir les obstacles. Chapitre 11. Relever le défi. Poursuivre le défi. Pratiquer la répétition d'imagerie visuelle. Allez plus loin. Concentrez-vous. Ne renoncez pas à votre opinion. Ne dites pas « épuisé ». Ne retirez pas. Passez à l'étape suivante. Cinquième partie. Utilisation de stratégies avancées. Chapitre 12. Tirer profit de la capitulation. Définition de la capitulation. Trader sur un marché en effondrement. Gérer en période de transition. Chapitre 13. Vente à découvert. Élaboration d'une thèse. Définir un bon court-métrage. Perfectionner le timing et la pertinence. Gérer la psychologie. Conclusion. Introduction. Thomas Edison a réalisé 2999 expériences avant d'inventer l'ampoule électrique, preuve de son incroyable persévérance face à l'échec. Son parcours est une source d'inspiration pour tous, et notamment pour les entrepreneurs qui doivent apprendre à rester fidèles à leurs objectifs malgré des échecs répétés. Si certains traders sont des génies et semblent exceller dès leur début dans l'activité intense et risquée du trading, la plupart doivent s'efforcer d'acquérir des stratégies psychologiques saines pour traverser les hauts et les bas, et surtout apprendre à persévérer face à l'échec. Mon premier ouvrage sur le trading, Trading to Win, se concentre sur les stratégies psychologiques pour réussir en trading. Trading in the Zone approfondit ces thèmes et s'appuie sur 3 années supplémentaires d'expérience auprès de traders de tous horizons, sur des sujets allant de la taille de portefeuille et de la stratégie aux problématiques de coaching traditionnelles liées à la performance, la motivation et le rebond après un échec. Après avoir aidé de nombreux traders à obtenir d'excellents résultats, j'ai souhaité approfondir ma recherche afin de trouver des moyens supplémentaires de les aider à atteindre des niveaux d'excellence encore plus élevés. Grâce aux statistiques de gestion des risques, j'ai pu accélérer l'identification des comportements de trading nécessitant des ajustements. En analysant et en recréant quotidiennement l'état d'esprit positif des transactions réussies passées, j'ai pu aider d'autres traders à renforcer leur confiance dans la sélection et le maintien de leur position, et à se préparer mentalement et émotionnellement avant même le début de la journée. Bien que les principes fondamentaux du Trading to Win continuent d'influencer mon travail avec les traders, cet ouvrage se concentre également sur les techniques pour rester dans cet état optimal. Une combinaison d'état d'esprit positif, d'attention soutenue et de discipline de trading qui permet aux meilleurs traders de produire des résultats exceptionnels jour après jour, année après année. Avec le temps, il est vite devenu évident que les mêmes principes exposés dans Trading to Win
pouvait s'appliquer à une recherche d'informations plus approfondie, car c'est la viabilité des idées qui importe, et non la simple compréhension de l'entreprise. En comprenant les subtilités de l'évolution des prix, la nature du marché, les facteurs macroéconomiques, etc., les traders pouvaient être aidés à faire les bons choix. Comme me l'a confié un trader prometteur, on ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Hier ne m'apporte rien aujourd'hui. Être dans un état de concentration optimal permet de se préparer psychologiquement. J'ai les idées et le savoir-faire nécessaires. Pour moi, tout est psychologique. C'est une question d'exécution et de concentration. La discipline m'aide à atteindre cet état. C'est un état de discipline et de concentration où le trade fonctionne. Une fois qu'on a le jugement, les recherches et les idées, il ne reste plus qu'à avoir confiance et à prendre des risques. La répétition mentale renforce ma confiance. La plupart des traders pensent que l'état de concentration optimal survient lors d'une série de gains. Je crois, quant à moi, qu'il est possible de le créer. Cet état est un état psychologique où l'on est concentré, discipliné et pleinement investi dans la tâche en cours. Être dans cet état ne garantit pas la victoire, mais trader dans cet état augmentera assurément vos performances et vos chances de succès. En fin de compte, être dans la zone, c'est une question de maîtrise de soi et de concentration, de capacité à se ressaisir et à maintenir son élan. Cela signifie mettre en pratique tout ce pourquoi vous vous êtes entraîné afin que, quels que soient vos résultats, vous puissiez aborder le lendemain avec le même niveau d'énergie et d'enthousiasme qu'auparavant. Apprendre à trader dans la zone, c'est changer de perspective, définir un objectif ambitieux, puis adapter les actions en fonction des exigences de cet objectif. Le trading est un processus complexe en raison des émotions suscitées par l'incroyable volatilité et l'imprévisibilité du marché, ainsi que par les fluctuations quotidiennes importantes que connaissent les traders. Ces variations, qu'il s'agisse de succès ou d'échecs, provoquent des vagues émotionnelles et influencent la manière dont vous continuez à trader. Il est facile de chercher à réduire l'anxiété, voire l'euphorie, en prenant du recul. Depuis 8 ans, je travaille avec des traders de haut niveau à Wall Street pour identifier les problèmes psychologiques spécifiques qui entravent le trading. Parmi ceux-ci figurent la résistance, la peur de l'échec, les comportements défensifs, une image négative de soi et des schémas de pensée négatifs qui deviennent des prophéties autoréalisatrices. Il est important de comprendre comment ces problèmes vous empêchent d'exploiter vos talents, vous détournent de votre stratégie et vous poussent à trader sur un trop grand nombre d'actions et de secteurs. L'anxiété peut entraîner de mauvais choix, le choix de valeurs à la mode plutôt que de valeurs solides, ainsi que des hésitations et des freins à la prise de décision. Par exemple, les traders inexpérimentés peuvent s'attacher à leurs propres idées ou à certaines actions. Ils peuvent liquider des positions gagnantes pour réaliser un profit rapide, s'accrocher à des positions perdantes et perdre davantage d'argent sur ces dernières qu'ils n'en gagnent sur les gagnantes. Lorsqu'une position évolue en leur défaveur, cela peut déclencher un cercle vicieux de pertes où ils sont incapables de se détacher de la position, de faire le point et de retrouver le cap. Cette anxiété exacerbe le cycle et les conduit à répéter les mêmes erreurs. L'anxiété les pousse à conserver leur position malgré la chute du cours, jusqu'à ce que le trader soit anéanti et perde confiance. Les traders plus expérimentés admettent leur confusion, leur peur ou leur ignorance. Ils demandent de l'aide ou réduisent la taille de leur position jusqu'à ce qu'ils soient dans les meilleures dispositions pour recommencer à gagner. Ils prennent conscience du cercle vicieux que crée un état d'esprit perdant. Pour réussir pleinement, les traders doivent identifier les schémas répétitifs dans leur comportement et les situations où ils peuvent se dépasser, élargir leurs horizons ou changer de perspective. Une fois qu'un trader est sorti de son état d'esprit négatif, il est mieux à même d'utiliser l'information et d'entrer dans la zone optimale. Les meilleurs traders ne s'attachent pas à leurs actions. Ils reconnaissent l'existence de forces qui les dépassent. À l'instar des maîtres zen, ils savent se concentrer sur le moment présent et évaluer leur position en fonction de la situation actuelle et future du marché. Ils ne laissent pas leurs émotions, positives ou négatives, leurs espoirs ou leurs croyances influencer leurs choix et leurs décisions. Ils encaissent une perte, se recentrent et renoncent à tenter de récupérer leur perte sur la même action. Ils analysent constamment le marché sans laisser leurs émotions affecter leurs transactions. Les traders doivent maîtriser les distorsions naturelles qui les empêchent de percevoir la réalité du marché. Il est essentiel de développer une discipline fondée sur la compréhension de sa propre façon de trader. Pour trader en pleine possession de ses moyens, il faut apprendre à utiliser son intelligence, ses compétences en communication, sa capacité à lire et à prendre des notes. Suivez vos résultats, vos transactions et les pistes d'amélioration. Les résultats seront spectaculaires. Soyez honnête avec vous-même et affrontez la réalité. Identifiez vos erreurs et vos excès de confiance en vous. Prenez conscience de vos manquements à l'objectivité dans votre analyse de vos actions. Misez sur vos valeurs gagnantes. Continuez sur votre lancée si vous souhaitez doubler vos gains. Évitez les actions stagnantes. Établissez des règles personnalisées, adaptées à votre style de trading. Leur respect améliorera vos performances. Trouvez un coach, un partenaire ou une personne de confiance qui vous encouragera à rester concentré et à optimiser votre stratégie. Envisagez de trader en équipe.
Partager les profits et pertes peut vous offrir une sécurité et vous permettre de prendre des positions plus importantes, en toute confiance, sachant que le groupe vous soutient. Partagez vos craintes, vos doutes et vos erreurs pour ne pas gaspiller votre énergie à les dissimuler. Sollicitez le soutien d'autres personnes. Il est essentiel de pouvoir exprimer vos préoccupations et demander de l'aide. La majeure partie de cet ouvrage s'appuie sur des formations intensives dispensées à des traders. J'y ai abordé différents styles de trading, les problématiques rencontrées, les étapes psychologiques nécessaires pour optimiser les performances, la diversification des risques au sein de l'équipe et l'amélioration de la rentabilité de certains traders. Ce livre constitue un approfondissement de « Trading to Win » et explore davantage de stratégies gagnantes, de boucles de trading perdantes et d'applications à d'autres instruments financiers. Il examine également des approches permettant de mieux se connaître grâce à l'observation, l'analyse des performances passées et la modification des comportements de trading afin d'améliorer les résultats. L'objectif est d'aider les traders à dépasser leurs limites et à découvrir de nouvelles perspectives sur leur pratique du trading. Trading in the Zone peut se lire comme la suite de Trading to Win ou indépendamment. Bien que j'ai cherché à approfondir certains des principes exposés dans mon précédent ouvrage, j'ai également profité de cette occasion pour intégrer une vision à plus long terme aux stratégies de trading abordées. Examiner plus en détail les erreurs que peuvent commettre les traders. Passer en revue les stratégies de trading de base et examiner les stratégies plus complexes. Démontrer d'autres moyens d'accroître l'avantage psychologique d'un trader. Ce livre s'adresse aussi bien aux traders professionnels qu'aux traders amateurs et aux day traders. Compte tenu de l'utilisation croissante d'Internet pour le trading, les applications présentées ici peuvent être utiles aussi bien aux traders indépendants qui effectuent des transactions 1 ou 2 fois par semaine qu'aux traders professionnels qui tradent quotidiennement. La relative facilité d'accès au day trading grâce à Internet et aux courtiers en ligne, la simplicité d'accès aux informations boursières et la poursuite du plus long et du plus important marché haussier de l'histoire ont permis à de nombreux amateurs de se lancer dans le trading. Ces traders amateurs peuvent devenir accros au trading à cause de quelques gains rapides et faciles, un peu comme on devient accro au jeu d'argent. L'alternance de gains et de pertes aléatoires crée un schéma de renforcement irrégulier qui favorise l'accoutumance. Ils se concentrent alors sur la recherche d'actions gagnantes plutôt que sur l'apprentissage du processus. Ils risquent également de perdre à terme, car l'anxiété les empêche d'adopter la même flexibilité que les traders expérimentés. Si vous débutez, il est essentiel de vous familiariser avec le trading en étudiant vos connaissances, puis en apprenant méthodiquement à trader à partir d'informations fondamentales. Consultez des ressources en ligne. Trouvez un mentor. Travaillez comme assistant auprès d'un trader. Entraînez-vous sur un compte démo. Suivez des formations. Apprenez à gérer les risques, les pertes et le stress. Toutes ces activités font partie intégrante de l'expérience du trading. Dans mon travail avec des traders professionnels, j'ai constaté à maintes reprises que les plus performants réalisent l'essentiel de leurs profits sur 3 à 10% de leurs transactions. Autrement dit, la plupart de leurs transactions ne sont pas rentables. La réussite ne repose pas sur le choix des actions, mais plutôt sur la qualité de la gestion des positions une fois celles-ci ouvertes. Les bons traders conservent leurs positions gagnantes et les renforcent. Si une position tourne mal, ils la clôturent rapidement. On me demande souvent comment, en tant que psychiatre, je me suis intéressé à la psychologie du trading. La réponse est simple. La psychologie, au même titre que les techniques de trading et la gestion des risques, est l'un des fondements d'un trading réussi, compte tenu de la nature émotionnelle et stressante de cette activité. Même les traders expérimentés constatent que leurs réactions émotionnelles peuvent les freiner et nuire à la mise en œuvre de leurs compétences et stratégies de gestion des risques. Mon travail auprès des traders s'est concentré sur ces problématiques. Par exemple, un trader, Dylan, a acheté 2500 actions d'une entreprise de télécommunications et a réalisé un gain de 15 000 $. S'il en avait acheté 7500, il aurait gagné davantage, mais il n'était pas totalement convaincu par le potentiel de l'action. Je me suis demandé s'il ne devait pas approfondir sa réflexion pour renforcer sa conviction et trader au niveau souhaité. Il était paralysé par la peur, il se freinait et hésitait à faire ce qu'il fallait. Il prenait des risques au lieu de se documenter. Mon objectif est donc d'aider les traders à modifier leur comportement afin d'accroître leur rentabilité. Ce processus implique notamment de les inciter à analyser plus en profondeur leurs actions et leurs performances. Les encourager à participer aux discussions requiert souvent de la persuasion, de l'humour et une approche émotionnelle. Je dois les amener à prendre conscience de leurs blocages mentaux et pratiques, les inciter à prendre davantage de risques et à envisager l'impossible. Mon principal souci est d'aider les traders à se concentrer sur les stratégies pour sortir des positions perdantes et développer leurs positions gagnantes. En résumé, ma fonction première est d'aider les traders à apprendre à prendre des décisions basées sur une réflexion fondée sur des données claires, définir les points d'entrée et de sortie, savoir quand prendre de l'ampleur, gérer l'incertitude et faire face aux réactions émotionnelles, éviter de tenter de récupérer vos pertes, maintenir la dynamique, se remettre des échecs et surmonter les obstacles. La véritable rentabilité provient de la maximisation des profits sur les transactions réussies,
ce qui exige une préparation et une visualisation des mouvements anticipés en réponse aux événements. L'objectif principal de ce livre est de vous apprendre à définir consciemment un objectif et à trader en fonction de celui-ci. En vous engageant pleinement, en mesurant vos performances et en analysant votre comportement, vous gagnez en implication. La plupart des traders accordent une importance excessive aux positions actuelles. Le trader expérimenté, quant à lui, a une vision à long terme, un objectif et une stratégie pour l'atteindre. C'est pourquoi il est capable d'accepter la perte. Cette capacité requiert d'apprendre à trader sans ego, en laissant la transaction se dérouler et en s'effaçant. Il faut du temps pour recadrer la pensée du trader afin qu'il accepte de s'engager sur un objectif de trading dépassant ses capacités actuelles ou ses performances passées. Il ne s'agit pas simplement de suivre une formule. Le processus exige un dialogue où le trader accepte, parfois en présence de ses pairs, d'exprimer son objectif élargi et d'affronter sa peur du ridicule. Il doit admettre ses erreurs de trading du jour et en assumer la honte devant les autres, y compris peut-être son supérieur. Ce processus est facilité par le fait que d'autres personnes, y compris son supérieur, reconnaissent également leurs erreurs et leurs vieilles habitudes difficiles à perdre. Dans mon travail avec les traders, j'ai appris à cerner leur personnalité et leurs axes d'amélioration en observant leurs transactions ou en écoutant leurs comptes rendus. Je recherche constamment le point de vulnérabilité, le moment où le changement est le plus significatif. L'endroit où le trader s'arrête par peur ou par habitude, et où il a la possibilité, si on lui en donne l'occasion, d'explorer l'incertitude et de dépasser ses propres attentes. En comprenant vos émotions, votre approche et votre exécution des transactions, ainsi que votre mode de pensée, je peux vous aider à atteindre vos objectifs. Je ne vous dirai pas comment ni quoi trader. Je vous apprendrai à comprendre votre propre anxiété et vos réactions émotionnelles face aux fluctuations du marché. Vos résultats m'importent moins que de vous aider à définir une stratégie cohérente avec votre objectif. En élaborant une telle stratégie, vous découvrirez que vous pouvez vous fixer et atteindre des objectifs plus ambitieux. Comme l'a dit un trader, il n'y a pas de plus beau métier au monde. Je préférerais ça au basket professionnel, mais vous êtes votre propre ennemi. Vous êtes le principal obstacle à votre réussite. Vous devez constamment travailler sur vous-même, car votre propre psychologie est, en fin de compte, le facteur le plus limitant dans le monde du trading. Pour vous apprendre à trader en étant dans la zone optimale, j'ai utilisé de nombreux exemples illustrant les bonnes et les mauvaises pratiques dans différentes situations. Cependant, les noms des traders et des entreprises concernées ont été anonymisés. Mon intention n'est pas de commenter explicitement des personnes ou des entreprises en particulier, mais de vous faire comprendre l'importance d'analyser vos transactions pour identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et déterminer les actions à entreprendre pour rester sur la bonne voie. Ce livre vise à élever votre niveau de conscience et à développer les compétences nécessaires pour que vous aussi puissiez trader en étant dans la zone optimale. Première partie. Chapitre 1. Entrer dans la zone. Définir la zone. Imaginez un matin où, à peine réveillé, vous trépignez d'impatience à l'idée de vous rendre au bureau pour une journée de trading décisive. Même en vous brossant les dents, votre esprit se tourne vers certaines actions et stratégies. Vous n'êtes pas excessivement anxieux, mais vous vous sentez plus alerte, plus vivant que d'habitude. Une fois à votre bureau, les yeux rivés sur vos écrans, vous avez l'impression de percevoir l'univers boursier dans son ensemble, et non plus seulement des données éparses. Votre regard est clair et serein lorsque vous contactez vos amis, parcourez les chiffres, jetez un coup d'œil à Internet. Pourtant, vos actions sont guidées par une conviction particulière. Dès que vous repérez des opportunités, vous passez vos ordres les uns après les autres, avec une agilité remarquable, tel un grand quarterback enchaînant les passes millimétrées. Vous faites peut-être plusieurs choses à la fois. Jongler sur vos ordinateurs, analyser de nouvelles données, discuter au téléphone, et pourtant, vous avez l'impression de maîtriser chaque action. Les indicateurs vous donnent des retours positifs et vos chiffres grimpent, mais vous ne ressentez pas d'enthousiasme débordant. Vous continuez simplement, le temps passe sans que vous vous en rendiez vraiment compte. Vous savez que vous vous surpassez, et c'est agréable. Bienvenue dans la zone, un état que tous les traders souhaitent atteindre, mais que la plupart peinent à trouver. Dans ce chapitre, je vous explique pourquoi il est important d'être dans la zone, comment y parvenir et comment y rester. La zone est un état psychologique idéal où tout se déroule parfaitement. Vos transactions sont fructueuses et vous ne rencontrez aucune résistance. Entrer dans la zone, c'est se recentrer et activer des souvenirs positifs en se remémorant les images, les sons et les odeurs d'expériences positives passées. Avec de la pratique, la plupart des gens peuvent apprendre à exploiter la puissance de ces expériences pour s'affranchir des pensées limitantes. L'état de concentration optimal vous permet de trader avec discipline tout en restant réceptif aux opportunités. En étant dans cet état, vous pouvez accomplir davantage avec moins d'efforts et surmonter l'inertie. À un moment donné, un déclic se produit et vous franchissez un blocage intérieur pour repousser vos limites. Les adeptes de sports extrêmes connaissent bien cet état. Ils ressentent souvent une sensation de liberté, d'excitation, de vigilance et une capacité à se concentrer avec clarté tout en maîtrisant la panique. Les traders peuvent ressentir cette même exubérance. Il est plus facile de rester dans cet état lorsque l'on réussit.
il est beaucoup plus difficile de le maintenir en cas de perte. L'expérience de la perte est susceptible d'activer des mécanismes de défense acquis antérieurement, qui entravent votre créativité. Toutes ces pensées risquent de s'intensifier si vous êtes incapable de demander ou d'accepter le soutien d'autrui. Même si ces pensées vous perturbent et que vous vous efforcez de les contrôler, votre objectif est en réalité de les considérer comme faisant partie d'un concept plus large, la perspective globale à travers laquelle vous percevez votre vie. En prenant conscience de vos limitations conceptuelles habituelles, vous commencerez à discerner ce qui peut être modifié pour dynamiser et renforcer votre trading. Par exemple, vos affirmations structurent votre pensée. En prenant conscience de vos pensées automatiques, de vos superstitions, de vos croyances et de vos schémas de pensée figés, vous réaliserez à quel point votre façon de penser reproduit le passé et influence vos résultats. Une fois que vous aurez identifié ces pensées répétitives et que vous les aurez laissées s'estomper, vous pourrez redéfinir vos objectifs de trading. En vous engageant à obtenir des résultats concrets, vous pourrez insuffler une énergie extraordinaire à votre trading et commencer à retrouver la puissance de la zone optimale. Si, au lieu de ces notions limitantes du passé, vous adoptez une vision plus large de l'avenir comme principe directeur de votre trading, vous pourrez commencer à exploiter des dimensions insoupçonnées de vous-même et produire des résultats exceptionnels. Étude de cas. Un trader, Timothy, s'est laissé emporter par l'euphorie d'un bon mois. Il a failli liquider une position car le marché semblait s'inverser, mais il a réalisé qu'il n'agissait pas conformément à sa stratégie. J'essayais d'être judicieux et de me débarrasser de certaines positions perdantes plutôt que de les conserver en attendant que la situation se calme, a-t-il expliqué. Je savais pourquoi j'étais sur cette position. J'avais clairement identifié le risque de perte. J'ai décidé de rester. Timothy s'est surpris à vouloir liquider une position à la hâte sous l'effet de l'anxiété, puis a décidé de laisser son objectif global l'aider à maîtriser ses émotions. Son objectif est devenu le moteur du changement. J'ai identifié ce malaise et je ne l'ai pas laissé me dominer, a-t-il poursuivi. Je voulais faire bonne impression, réaliser un mois positif, consolider mes résultats financiers et éviter de prendre davantage de risques, au lieu de simplement jouer le jeu. Entrer dans la zone n'est pas impossible. Y rester est difficile, mais pas impossible non plus. Cela demande du travail, qui commence par l'acquisition de compétences. Ce n'est pas quelque chose que l'on accomplit seul. Si vous n'êtes pas dans la zone, il faut vous demander si vous ne vous retenez pas à un moment donné du jeu. Vous ne jouez pas à votre meilleur niveau. Un élément perturbe votre performance. Un trader, Wayne, compare le trading en état de concentration optimale à la conduite sous la pluie. Être en état de concentration optimale, c'est avancer aussi vite que possible tout en gardant le contrôle, car si vous allez trop vite, vous avez un accident. Restez à votre rythme, ne dépassez pas vos limites. Pour cela, il faut une expertise approfondie, des connaissances pointues, la capacité d'expliquer ses actions et une compréhension des rouages du marché. Plus vos fondamentaux sont solides, meilleures seront vos performances, même les jours difficiles. Il décrit 4 étapes pour atteindre cet état. 1. Apprenez à vendre pour ne pas sortir trop tôt ni trop tard. 2. Apprenez à conserver vos positions gagnantes plus longtemps. 3. Approfondissez vos connaissances sur les entreprises et les facteurs clés de succès. 4. Passez d'une approche individuelle à une approche collective. Quand on est bien entouré, l'équipe fonctionne à merveille, a-t-il déclaré. Je n'ai pas toujours besoin de marquer. Il faut savoir mettre son ego de côté et considérer sa contribution comme faisant partie d'un processus. Il ne faut pas se prendre pour un autre. On ne maîtrise pas l'océan, on apprend à vivre avec. Il faut comprendre d'où viennent les vents et suivre le courant. Quand on trouve le bon courant, on sait aussi quand s'en éloigner. Je me concentre grâce au travail acharné. Parfois, on est dans un état de grâce et ça paraît naturel. Parfois, en pleine transaction, on y voit plus clair. La plupart du temps, on se bat pour obtenir des informations. Ce n'est pas le fruit du hasard. J'appelle des amis, j'appelle Tokyo, je me connecte à Internet. J'ai un groupe qui m'appelle. À un moment donné, l'information fait tilt, et on commence à y voir plus clair. On comprend le contexte, et on joue à fond. Comment entrer dans la zone? Les traders capables d'entrer dans un état de concentration optimale sont prêts à prendre des décisions difficiles. Ils sont prêts à prendre des risques face au succès, même lorsque leur instinct les pousse à encaisser leurs gains ou à réduire leur position. Dennis, trader macro expérimenté, l'a très bien résumé. Quand je trouve une opportunité de trading facile, c'est généralement une erreur. Dans mes paris, je suis toujours tellement nerveux que je n'en fais jamais assez. Mais quand je suis dans cet état, je sais que je suis nerveux, mais je prends des positions énormes. Je l'ai fait avec l'obligation australienne à 10 ans. J'ai pris une décision contraire à mon intuition car j'ai repéré un indicateur technique rare et spécifique, la figure du bébé abandonné ou doji. Il s'agit d'une figure où le marché connaît une forte hausse, suivie d'une correction le lendemain, lorsque tout le monde achète au plus haut. Le jour suivant, le cours ouvre en gap baissier, annulant ainsi la progression de la veille et la rendant inopérante. Cette figure m'a tellement rassuré que j'ai osé la prendre, même si elle allait à l'encontre de mon opinion. Je savais qu'il s'agissait d'une figure rare et, malgré mon appréhension, cette configuration graphique m'a donné une confiance absolue.
Même à un niveau avancé, il est essentiel d'analyser la nature de son portefeuille afin d'orienter ses transactions selon une stratégie adaptée à ses objectifs. Bien entendu, il convient de prendre en compte les paramètres de risque nécessaires à son activité. Étude de cas. Prenons l'exemple de Floyd, gestionnaire d'un important portefeuille d'actions cycliques. Nos discussions ont porté sur la question cruciale de la constitution d'un portefeuille de 5 millions de dollars par mois. Floyd devait comprendre la nécessité d'accroître sa présence sur certains titres s'il voulait atteindre ses objectifs. Son réflexe naturel était cependant de conserver les titres qu'il appréciait, même s'ils ne répondaient pas à ses critères. Il cherchait également à se désengager de ses positions fortes, ou à les minimiser, car il en détenait déjà des quantités suffisantes. Pour ce trader, atteindre un état optimal impliquait d'analyser son profil risque, rendement et sa conviction quant à certaines opérations, puis de redistribuer ses investissements afin d'investir davantage de capital dans les actions en lesquelles il avait le plus confiance. Cette redistribution était plus complexe qu'il n'y paraît. Son portefeuille était conçu pour être équilibré plutôt qu'optimal. Pour lui, atteindre cet état optimal, viser la victoire, signifiait réorienter son portefeuille afin qu'il soit conçu pour le succès sans pour autant l'exposer à des risques accrus. Cette approche consistait à investir davantage dans des opérations plus prometteuses, en renforçant celles où il avait moins confiance, en tradant quotidiennement pour générer des profits à court terme sur des positions à long terme et en tirant parti de la volatilité intraday. Ainsi, lorsqu'une action avait atteint son potentiel maximal en une journée, disons 2 ou 3 points, et que d'autres actions, à plus court terme, commençaient à bouger, il devait avoir le courage de prendre ses bénéfices sur la position à long terme et de réinvestir son capital dans une opération à plus court terme. Ensuite, il devait réinvestir ses bénéfices dans d'autres opérations à court terme intéressantes. Cette agilité exigeait de prendre en compte davantage de variables, mais elle a commencé à accroître sa rentabilité quotidienne et lui a permis de se rapprocher de son objectif mensuel. Bien sûr, être dans la zone signifie différentes choses pour différents traders. Pour Raymond, cela signifiait renouer avec sa propension à prendre des risques et obtenir le soutien de son équipe. Raymond devait se résoudre à abandonner son individualisme forcené et à accepter le soutien d'autrui pour surmonter ses peurs et ses inhibitions. Il devait vaincre sa paralysie et se tourner vers sa vision, en prenant les risques inhérents au trading à ses niveaux sans craindre les conséquences. Entrer dans cette zone optimale exige de la conviction. La conviction naît de la volonté de mettre en pratique ses idées et de développer la confiance en sa capacité à évaluer les décisions à prendre. Certains traders pensent à tort que la conviction provient d'une plus grande certitude ou d'un sentiment d'optimisme. Je leur dis que lorsque Shaquille O'Neal est en méforme, il continue de tirer jusqu'à retrouver son adresse. Les traders doivent persévérer jusqu'à trouver cette zone optimale. Elle n'apparaîtra pas d'elle-même. Elle n'apparaîtra que grâce à l'effort constant fourni pour progresser jusqu'à ce que le trader comprenne le marché et identifie les bonnes opportunités. Jordan, un trader expérimenté, a exprimé cette réflexion. La clé, c'est de faire confiance à mon intuition. Je continue à trader sur certaines positions jusqu'à ce que je trouve la bonne. Finalement, j'ai la confiance nécessaire pour m'en tenir à mes convictions. Quand je pense avoir raison, je maintiens ma position. Peu importe l'évolution du cours de l'action. Comment être dans la zone? Comment savoir si vous êtes dans la zone? Vous l'êtes lorsque vous êtes totalement concentré. Le temps semble suspendu. Vous frappez la balle sans effort, sans la moindre résistance. C'est comme passer un examen. Quand vous connaissez les réponses, elles vous sautent aux yeux. Vous savez que vous êtes dans la zone lorsque vous voyez ce que vous vous êtes préparé à voir. Il y a moins de résistance, et c'est une sensation agréable. Le temps ralentit, s'étire. Vous ne faites plus qu'un avec le jeu. Pour y parvenir, il faut se concentrer et faire abstraction de tout le reste. Les soucis ordinaires ne doivent pas vous perturber. Être dans la zone, c'est rester concentré sur son objectif. Le succès est secondaire. La zone, c'est l'euphorie de trouver une idée géniale, ce qui peut prendre des mois de travail, explique Philippe. Un autre trader l'a décrit ainsi: il y a un moment où je ne me laisse pas happer par le jargon marketing. Je peux me laisser porter et saisir les bonnes opportunités sans y revenir entre-temps. Quand on est en forte hausse et que l'objectif est en vue, on ressent moins de pression quant aux résultats quotidiens, et les chiffres affluent naturellement. Être dans la zone, c'est suivre sa stratégie, faire confiance à son plan. Jordan est un bon trader. Son taux de réussite est de près de 70%. Il a confiance en ses capacités. Je persévère jusqu'à ce que j'ai raison, dit-il. J'ai fait les recherches. Si j'étais convaincu d'avoir raison, peu m'importait la façon dont les autres traders s'en sortaient. Je les ai suivis. J'investis désormais davantage. La clé, c'est de faire confiance à mon intuition. D'autres traders peuvent dire qu'ils devraient acheter quelque chose, mais ils ne le font pas. Certains ont des analyses incroyables, mais ils n'agissent pas. Quand vous êtes dans la zone, vous tradez sans vous soucier des résultats. Vous suivez un plan et votre tolérance à la perte est plus grande. Cependant, il ne faut pas que cette tolérance vous fasse perdre le contrôle. Si vous skiez, votre réflexe naturel est d'essayer de contrôler vos skis, mais vous finissez par tomber. Le ski, c'est apprendre à maîtriser la glisse. Avec plus de maniabilité, vous pouvez vous permettre une chute plus libre.
La gravité et la glisse prennent le dessus quand vous lâchez prise. Vous pouvez tomber, mais vous ressentez aussi une plus grande exaltation. Par exemple, imaginons qu'une transaction se déroule bien. Un actif qui baissait monte maintenant. Mais au lieu de suivre le mouvement, d'obtenir plus d'informations et de prendre de l'ampleur, vous paniquez, vous encaissez vos gains et vous vous enfuyez. Les meilleurs traders, en revanche, font confiance à leur instinct, prennent le risque et restent dans la course. Cette capacité à faire confiance à son instinct et à suivre le courant, c'est ce qui vous permet de vivre le phénomène du trading dans la zone. C'est comme le point idéal au tennis, quand on se concentre uniquement sur la balle. Vous ne regardez pas les tribunes et vous ne pensez pas au coup précédent. Votre esprit est clair et vous vous concentrez sur ce qui se trouve devant vous. Un swing biomécaniquement parfait. Libéré des pensées parasites, de l'autocritique, des ruminations sur les échecs passés et des peurs, vous pouvez retrouver votre équilibre et votre concentration. Être dans la zone signifie utiliser votre objectif comme un prisme pour identifier les actions à entreprendre. Si vous vous surprenez à faire des choix qui, au final, ne sont pas dans votre intérêt, prenez du recul et analysez vos actions. Chacun investit différemment, a déclaré Wayne. L'essentiel est de comprendre son propre profil de risque. Un trader que je connais, par exemple, est à l'aise avec une perte de 200 000 $ sur une transaction. Après cela, il se retire. Je ne supporte pas les pertes. Quel est votre seuil de tolérance au risque? Est-ce 1000 actions en baisse d'1 point ou 1000 actions en baisse d'1 demi-point? Votre tolérance au risque doit être clairement définie. Vous devez avoir le sentiment de maîtriser la situation, tout en conservant une marge de manœuvre suffisante pour vous permettre de faire le bon ou le mauvais choix sans être stoppé. Même parmi les athlètes de haut niveau dotés d'une technique irréprochable, certains facteurs distinguent les meilleurs de ceux qui pourraient l'être. Comment Tiger Woods ou Wayne Gretzky se démarquent-ils de leurs concurrents? Par leur capacité à maintenir leur concentration face au stress. Ce qui fait la force de ce sport, c'est la discipline, une bonne mémoire musculaire et la confiance en soi malgré le stress et l'échec. Il faut maîtriser la technique et se préparer. Ensuite, il faut se concentrer pleinement. Il vous faudra peut-être vous entraîner à faire quelque chose qui ne vous semble pas naturel. Il vous faudra peut-être vous tromper suffisamment souvent pour trouver la bonne méthode. Pour réussir, il faut persévérer même en cas d'échec. La zone n'est pas confortable, a déclaré Sam. Apprivoiser cette gêne, c'est être un peu sur les nerfs. Le trading est un jeu d'incertitude. Rester concentré est un processus continu. Cela exige de rectifier le tir. Les traders doivent apprendre à distinguer les nouvelles opportunités des idées reçues. Jordan a travaillé dur pour se sortir d'une situation très difficile et retrouver sa concentration. Réfléchissez à ce qui se passe au lieu de paniquer à cause des fluctuations du cours, a-t-il déclaré. Prenez du recul et analysez la situation. Observez l'historique des transactions. On récolte ce que l'on sème. Le trading demande beaucoup d'efforts. Je suis fier d'avoir perdu 4 millions de $ ce jour-là. Cela m'a poussé à me remettre au travail. Je travaille dur toute la journée. Je suis épuisé en fin de journée. J'étais dans le rouge. Je suis rentré chez moi. J'ai analysé 500 graphiques et lu tous les rapports de recherche. Cela a porté ses fruits. J'étais enthousiaste. Je suis motivé pour continuer. Jordan doit réfléchir à la manière dont il a surmonté cette perte de 4 millions de $. Il doit la formaliser pour ne pas l'oublier. Il doit développer une approche systématique de son trading. Pour rester dans cet état de concentration optimale, il faut prendre les choses en main. Plus important encore, il faut dépasser ses propres inhibitions et libérer son potentiel. Je dois être dans un état de concentration absolue, sans aucune inquiétude, a déclaré Jordan. Quand je m'inquiète de mes gains et pertes, je perds ma concentration. J'essaie de ne pas me focaliser sur les profits et les pertes, mais plutôt de les analyser. Il faut se demander ce qu'il faut faire pour réduire la peur et renforcer sa confiance. La clé pour rester concentré est de reconnaître ces moments de flottement et de se ressaisir. Marcus l'a bien décrit, les traders doivent enchaîner les petits succès et les consolider. Il faut créer un cercle vertueux. Quand on est désorienté, il faut se recentrer. Quand on est en phase, on y voit plus clair. Il faut être prêt à corriger les petites baisses pour éviter qu'elles ne prennent de l'ampleur. Bien sûr, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Face à une transaction perdante ou un mois déficitaire, il est difficile de rester concentré. Étude de cas. Même les traders les plus sûrs d'eux, comme Jordan, peuvent avoir du mal à retrouver le bon état d'esprit lorsqu'ils traversent une période difficile. L'année dernière, Jordan s'apprêtait à connaître son seul mois de perte. L'idée d'essuyer une perte après une telle série de succès ne lui plaisait guère. Il m'a fallu 1 an pour commencer à comprendre le trading, a-t-il déclaré. Maintenant, je suis gagnant. Mais il a vite compris que pour maintenir le cap, il ne pouvait pas s'accrocher à une position perdante. J'ai la confiance nécessaire pour rester fidèle à mes convictions. Pour bien trader, je dois dépasser mes idées reçues. Un autre aspect essentiel pour rester concentré est d'augmenter ses objectifs. Une fois que vous avez atteint vos premiers 100 000 $ de gains mensuels, vous ne voulez pas retomber à 50 000 $. Vous évoluez à un tout autre niveau. À mesure que vous vous rapprochez de votre objectif, vous devez vous fixer un but plus ambitieux.
L'essentiel est de maintenir un niveau de performance optimal, et les résultats suivront, a déclaré Marcus. Je ne veux pas dévier de ma trajectoire. Je suis prêt à accepter les difficultés liées à la réduction de mes investissements. Les profits découlent des profits. Je m'engage à ne pas trop m'écarter du chemin. Je ne suis pas attaché aux résultats lorsque mes transactions sont fructueuses. Le plaisir réside dans le processus, dans la recherche. Si je parviens à rester dans cet état d'esprit, j'atteindrai mes objectifs. Bien sûr, entrer dans cet état de concentration optimale, y rester et s'y maintenir demande de l'entraînement. C'est une routine quotidienne, une routine à long terme. Lorsque vous en sortez, revenez-y. Plus vous vous engagez à rester dans cet état, plus vous y resterez longtemps. À mesure que le processus devient plus intéressant, intense et stimulant, le trader s'y investit davantage. Le trading n'est plus seulement l'exécution d'ordres ni un moyen rapide de gagner de l'argent, mais une activité passionnante qui permet de s'impliquer pleinement dans un travail de recherche. Lorsque ce travail de recherche se conjugue à l'action, il expose au risque. C'est ce risque qui permet d'être pleinement absorbé par le processus. C'est là tout l'attrait du trading. Quand le marché fait des siennes, dit Harold, j'entends comme des violons désaccordés. Je le sens très clairement. On ne peut rien faire d'autre que vendre ou acheter davantage. On ne peut pas forcer le marché à agir comme on le souhaite. Mais dans un état d'esprit adéquat, on sait que les cordes finiront par se réaccorder. Le trading, c'est bien plus que dénicher une bonne information boursière. C'est se plonger dans un mystère, résoudre un problème, assembler les pièces d'un puzzle. Ce processus vous absorbe totalement et exige une concentration intense et constante, mais c'est ce qui rend le trading si passionnant. Chapitre 2, surmonter le passé. Je ne peux pas, je crains. Que vont penser les gens? Et si j'échoue? J'espère que non. Je dois être parfait. Je ne peux pas pleurer. Je dois être autonome. Je ne veux pas que quiconque connaisse mes faiblesses. Combien de fois, la semaine dernière, ces pensées vous ont-elles traversé l'esprit au moment de prendre une décision d'investissement? Combien de fois vous êtes-vous laissé absorber par des réflexions sur une décision passée alors qu'il vous fallait en prendre une au présent? Ces situations sont le reflet de votre passé qui vous rattrape, que vous le vouliez ou non. Cela nous arrive à tous. Ils nous limitent, freinant nos opportunités et nos rêves. Malgré leur extraordinaire capacité à maîtriser leur environnement, les êtres humains peinent à appréhender certains principes fondamentaux de la vie. Cette difficulté s'explique en grande partie par l'immense capacité de mémorisation de notre cerveau, qui nous permet de nous adapter et de traiter une quantité considérable d'informations. Mais elle nous enferme aussi dans de vieilles habitudes, nous empêchant ainsi de percevoir la réalité avec exactitude. Prisonniers de nos souvenirs et de notre tendance à nous fier à notre intellect, nous sommes limités dans notre capacité à prendre pleinement conscience de la liberté et des opportunités qui s'offrent à nous. En réalité, nous sommes freinés par notre propre pensée et par notre propension à percevoir le monde à travers le prisme de nos schémas de pensée passés. Pour évoluer de manière constante et optimale, il est essentiel de prendre conscience de ces présupposés inconscients sous-jacents. Identification des programmes passés. Les concepts du passé vous empêchent de vivre pleinement le présent. Vos transactions actuelles reflètent vos principes de vie et les schémas de pensée, conscients et inconscients, programmés dès l'enfance. Elles reflètent vos croyances inconscientes sur vous-même et sur le monde, ce que vous croyez possible, les limites que vous vous fixez automatiquement, votre degré d'engagement ou de réticence à vivre pleinement le moment présent. Vos transactions ne changeront pas fondamentalement, quels que soient vos efforts pour modifier vos pensées, tant que vous n'aurez pas pris conscience de vos croyances passées. Comme la plupart des traders, vous n'agissez probablement pas comme si vous pouviez influencer le cours des choses ou comme si vous étiez responsable de votre carrière. Vous fonctionnez plutôt selon un système de croyances conçu pour la sécurité et la survie. Même si ce système n'est plus pertinent aujourd'hui, il vous maintient prisonnier du passé et vous empêche de trader en pleine possession de vos moyens. Appris dès le plus jeune âge, ces principes de vie contraignants servent de modèle. Ils affectent non seulement votre vie personnelle, mais aussi votre carrière. Elles comprennent notamment les notions énumérées au début de ce chapitre. Ces principes influencent votre rapport au monde. Les identifier vous permet de comprendre à quel point ils colorent vos perspectives et vos réactions face aux événements. Par exemple, si votre principe de vie est de bien paraître et de tout contrôler, il est extrêmement difficile pour un trader de s'adapter aux événements ou de vivre pleinement le moment présent. Ces anciens principes de vie ont peut-être été initialement développés pour vous protéger du stress et masquer des sentiments de vulnérabilité sous-jacents. Bien qu'ils puissent vous protéger, ils vous empêchent aussi d'être pleinement présent. En effet, à cause de ces principes, vous risquez de réagir de manière disproportionnée à vos propres réactions, au lieu de simplement vous autoriser à ressentir ce que vous ressentez. Il est donc utile de réfléchir à la façon dont vos concepts vous limitent. Posez-vous les questions suivantes. Vos limites sont-elles fixées par ce que vous croyez pouvoir faire? Vos croyances vous empêchent-elles de vous engager? Vous imposez-vous des limites en agissant en fonction de ce qui est possible ou de ce que vous pensez pouvoir faire? Vous arrive-t-il de vous arrêter bien avant d'atteindre votre objectif ou de vous fixer des objectifs si faciles à atteindre qu'il n'y a aucun défi à relever pour obtenir des résultats exceptionnels? Je n'y arriverai pas. J'ai peur.
Que vont penser les gens? Et si j'échoue? Ce genre de pensée empêche les gens de fonctionner à leur plein potentiel. Étude de cas. James est un trader très compétitif et perfectionniste. Cependant, il a beaucoup de mal à prendre des initiatives et à contribuer davantage au sein de l'équipe. Il est prisonnier d'idées préconçues sur lui-même et sur ses collègues. Il ne se voit pas aussi performant que certains autres traders car il ne conçoit pas la réussite comme un ensemble de compétences qui s'acquièrent. Tant qu'il persistera dans cette voie, il se freinera dans son plein potentiel. Vos pensées ont un impact considérable sur vos actions. Les pensées négatives liées à la limitation, au doute, à l'insuffisance ou à l'impossibilité, ou encore les injonctions négatives telles que « devoir »,« il faut » et « il est impératif » auront un effet néfaste. Si vous croyez être incapable de faire quelque chose ou si vous pensez que vos actions auront des conséquences désastreuses, il devient extrêmement difficile de trouver l'énergie nécessaire pour obtenir le résultat escompté. Une fois ces pensées répétitives identifiées et dissipées, vous pouvez commencer à définir vos objectifs et à vous engager à atteindre des résultats concrets. Les pensées qui vous traversent l'esprit face à la résistance ou aux difficultés sont très probablement celles qui entretiennent la peur de l'échec et l'anxiété. L'importance du passé réside dans le fait qu'il vous éclaire sur le présent, sur les attitudes qui agissent consciemment ou inconsciemment. Il vous permet de mieux cerner vos propres attitudes. Il est donc utile de comprendre comment vos croyances quant à l'avenir, fondées sur votre expérience passée, influencent votre comportement dans diverses situations. Posez-vous ces questions fondamentales. Quel est le conditionnement que vous avez en tête et comment vous empêche-t-il de voir clair? Que souhaitez-vous faire avec vos transactions? À quoi devez-vous renoncer pour pouvoir vous impliquer plus pleinement dans vos transactions? Quelles leçons de prudence et de retenue avez-vous apprises très tôt? Quels sont les mécanismes de programmation initiaux que vous devez identifier et abandonner pour vous investir pleinement dans votre activité de trading? Réfléchissez aux obstacles qui vous empêchent de concrétiser votre vision créative. En répondant à ces questions, examinez ce à quoi vous avez refusé de renoncer. Êtes-vous attaché, à une ancienne image de vous-même? Vous accrochez-vous à des croyances et des superstitions du passé pour éviter l'anxiété? Avez-vous peur de demander ce que vous voulez? Avez-vous peur que les interactions sociales vous épuisent? Avez-vous peur de perdre le soutien des autres si vous vous engagez dans un projet important? Croyez-vous que les autres vous rejetteront si vous poursuivez une vision plus ambitieuse pour vous-même? Croyez-vous que vous vous effondrerez si vous abandonnez certaines vieilles idées sur vous-même? Êtes-vous attaché à une idée fausse de vous-même? Utilisez-vous votre image de « gentille » comme justification pour rester passif et peu affirmé? Croyez-vous être spécial, et cette croyance vous empêche-t-elle d'entreprendre certaines actions ordinaires? Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs? Quelles excuses invoquez-vous lorsque vous n'atteignez pas le niveau de réussite souhaité? Dans quelle mesure vous réfugiez-vous dans des pensées automatiques telles que « je me fiche de ce qui arrive. Je n'ai pas besoin de faire ça. Je ne veux pas avoir l'air ridicule. Je ne prétends pas que vous puissiez modifier certains aspects immuables de votre vie. Il est évident que vous ne pouvez pas changer votre taille ni la couleur de vos yeux. Mais vous pouvez modifier votre système de pensée et, ce faisant, transformer votre perception du monde et votre approche du trading. La solution pour échapper au carcan de la programmation précoce réside dans le fait de vivre en dehors des limitations imposées par notre intellect, nos habitudes et nos perspectives passées. Définir consciemment un objectif ou une vision nous offre un moyen de nous défaire de nos vieilles habitudes et d'exploiter pleinement notre potentiel. Étude de cas. Prenons l'exemple de Thomas, qui a décrit certains souvenirs et attitudes de son enfance. Le frère préféré de ma mère, Jack, était un joueur invétéré. Bien qu'elle l'admirât, elle me mettait toujours en garde contre le risque de suivre son exemple. Je crois que ses efforts ont eu l'effet inverse, un peu comme si on disait à quelqu'un de ne pas penser à un éléphant rose, a déclaré Thomas. Dans les années 60 et 70, mon oncle a fait et perdu des fortunes au jeu. Il pariait aveuglément et imprudemment sur le sport. Il tentait sa chance sans cesse, sans jamais évaluer les risques. Il pensait les calculer, mais en réalité, il se trompait. Il espérait gagner gros. Il a tout perdu au jeu. Le jeu est empreint d'espoir et de superstition. Je n'ai jamais joué. J'ai toujours soigneusement évité tout comportement qui puisse refléter la mentalité d'un joueur. Cela dit, je crois avoir hérité un peu de mon oncle. J'ai le fatalisme du joueur. Je prends mes gains trop vite pour les sécuriser, par peur de tout perdre. En revanche, si je me trompe et que l'action a perdu quelques euros et ne se comporte pas comme prévu, je ne m'empresse pas d'en acheter davantage. Si l'action réagit mal, je vends, car je ne veux pas qu'on me prenne plus. Je suis sur la défensive. Je me fixe des limites. Certains aspects sont positifs. Je limite mes pertes, mais je pense que ma peur de dilapider mes gains m'empêche de prendre les risques nécessaires pour améliorer ma rentabilité. Voyez-vous comment le passé de Thomas influence ses expériences de trading actuelles? Grâce à l'influence de son oncle, Thomas n'est certainement pas un joueur, mais la peur de le devenir l'empêche aujourd'hui de réussir. Il ne se donne pas à fond, ni dans ses transactions, par crainte de l'autosabotage. Il joue la sécurité de peur de tout perdre. Les traders comme Thomas peuvent atteindre leurs objectifs en agissant de manière cohérente. Cette approche exige une vigilance constante et une bonne connaissance de soi.
Ces traders doivent être conscients de leur tendance à agir de manière compulsive et répétitive. Ils doivent identifier les schémas comportementaux passés qui influencent leurs décisions. Lorsqu'un trader laisse son objectif déterminer la taille de sa position, puis recherche des informations complémentaires pour optimiser ses chances de succès, il renforce son contrôle sur le résultat. Il fait exactement l'inverse d'un joueur. Il ne prend pas de risques inconsidérés. Il trade en s'appuyant sur une approche disciplinée des probabilités. Au fil des ans, je me suis concentré sur divers comportements de trading afin d'améliorer les compétences des traders. Robert, par exemple, avait du mal à repartir à zéro au début du mois. Avec le temps, il a surmonté ce problème psychologique en se fixant un objectif précis, des tâches à accomplir et une méthode rigoureuse pour trouver des informations clés applicables au trading à court terme. Certains schémas de pensée passés, susceptibles d'influencer votre trading, peuvent se manifester par des tendances à attendez votre tour, allez-y doucement, attention, obtenez l'approbation de quelqu'un d'autre, évitez les erreurs. Tant que vous êtes influencé par ces attitudes subconscientes, vous ne pouvez pas agir immédiatement pour atteindre vos objectifs. Cependant, vous pouvez commencer à aborder le trading de manière plus rationnelle. Il est possible d'y apporter une meilleure compréhension et d'améliorer votre fonctionnement et votre expérience de la vie. Pour devenir un trader expert, vous devez rechercher les défis, accepter l'échec, tirer des leçons de l'adversité, développer vos capacités à entreprendre des tâches plus complexes et abandonner les habitudes coûteuses et chronophages. L'un de mes objectifs est de vous aider à identifier et à comprendre certains des principes de vie fondamentaux que vous avez développés dès votre plus jeune âge et qui ont engendré des conceptions limitantes sur vous-même et sur la réalité. La reconnaissance de ces principes vous permettra d'améliorer la qualité de votre trading en vous permettant de trader en fonction d'un objectif consciemment choisi plutôt qu'en fonction des perspectives habituelles qui vous ont été inculquées dès l'enfance. Modifier son comportement. Mon travail auprès des traders a souvent mis en lumière des comportements qui semblent s'apparenter à des principes de vie. Ces comportements ou attitudes les empêchent d'être aussi flexibles qu'ils le devraient. Sans une action concrète pour modifier ces principes, les traders ne pourront pas atteindre un niveau de réussite supérieur. Éviter les pertes. Un schéma fréquent est l'aversion à la perte ou le fait de trader pour ne pas perdre. Cette approche courante ne procure pas de réelle satisfaction, mais plutôt un sentiment de désespoir silencieux. Le trader, prisonnier de ses propres mécanismes d'autoprotection, craint de prendre plus de risques ou de tout miser. Par conséquent, lorsqu'il le fait, il est souvent déstabilisé et perd encore plus confiance en lui. Même en cas de succès, celui qui trade pour ne pas perdre ne ressent pas de satisfaction, car il ne profite pas de l'adrénaline du gain. Il sait qu'il peut faire mieux, mais il s'est, par autoprotection, mis hors jeu et hésite souvent à tenter sa chance. Étude de cas. James est un homme prudent et craintif qui se rend compte qu'il freine ses performances par sa tendance à privilégier la sécurité et à éviter les pertes. Il préfère fuir les situations délicates plutôt que de chercher à optimiser ses transactions. Il n'a aucune notion de prise de risque ni de transaction visant des objectifs plus ambitieux. James ne saisit tout simplement pas les opportunités qui se présentent. Il accorde trop d'importance à ne pas commettre d'erreurs. Il doit comprendre que, comme au baseball, on ne peut pas abandonner après un premier échec. Il faut au contraire guetter les bonnes opportunités et retenter sa chance. N'oublions pas que, jusqu'à récemment, Babe Ruth détenait non seulement le record du nombre de home runs, mais aussi celui du nombre d'échecs. Tant que James n'aura pas davantage confiance en lui et n'osera pas prendre de risques, il devra adopter une approche plus réfléchie. Afin d'améliorer ses performances, nous avons évoqué la possibilité de diversifier ses investissements, matières premières, devises, obligations, et de se concentrer sur ses points forts, les devises. Ainsi, il pourrait suivre l'évolution du marché de plus près et rester plus longtemps sur ses positions. Pour sortir de ce cercle vicieux de peur, James doit aussi être attentif à ses humeurs. Il doit identifier comment ses souvenirs passés et ses expériences négatives l'empêchent de saisir de bonnes opportunités d'investissement. Il doit observer ses hésitations, ses doutes quant à ses intuitions et sa réticence à prendre des risques. Par exemple, il a rencontré des difficultés lorsqu'il s'est lancé dans une opération dollar-yen, alors que le yen s'affaiblissait et qu'il y avait un potentiel de gain important. James a hésité car il était engagé sur un faible taux de rendement et craignait que la situation ne se retourne contre lui. Réfléchis au handicap qui t'empêche de réussir dans ce métier, lui ai-je dit. Identifie les schémas qui te freinent. Il arrive que notre propre humanité nous fasse perdre le contrôle. Parfois, il faut être comme une machine. Essaie de trader indépendamment de tes pensées et de tes émotions. Ça monte. J'ai peur d'intervenir au dernier moment, a déclaré James. Avant, je voulais vendre au plus haut. Maintenant, je n'interviens pas, ou alors je vends trop tôt. Je pourrais essayer d'aller à contre-courant. J'ai déjà perdu de l'argent. Je ne le fais pas, et ensuite je m'en veux de ne pas avoir tout fait. Je ne fais pas confiance à mon instinct. James peut apprendre à jouer pour gagner, mais il n'existe aucune méthode confortable. Tu as appris à ne pas échouer, lui ai-je dit. Tu n'as pas appris à gagner. Tu n'oses pas tenter ta chance. Tu dois apprendre à jouer au niveau que tu vises. L'aversion à la perte, rationalisée comme du perfectionnisme,
empêche souvent les traders expérimentés de développer leur position. Duncan était un autre trader attentif aux fluctuations du marché, mais ses investissements étaient trop faibles. Il avait tendance à tout contrôler, à surréagir et à ne pas trader en fonction de ses objectifs. Il voulait gagner $1 million par mois, mais pour cela, il devait détenir plus d'une position de 50 000 actions et investir une plus grande partie de son capital. Il avait du mal à interpréter le marché, les chiffres de la Fed, l'IPC, indice des prix à la consommation, et les échéances d'options en fin de mois. Il semblait trop réactif, rigide et peinait à atteindre un plateau. Si vous rencontrez ce problème, vous devez apprendre à optimiser vos transactions. Analysez vos meilleures opérations passées, celles qui vous ont permis de maximiser vos gains avec un minimum de risque. Y a-t-il une constante? N'oubliez pas qu'il est important d'éviter les transactions qui ne vous réussissent pas et qui ne font qu'accroître votre peur et votre inhibition. Il est essentiel d'utiliser votre stratégie de trading pour surmonter ce problème. En suivant une stratégie que vous avez définie, vous identifierez vos points d'entrée et de sortie et vous prendrez des décisions en toute conscience. Vous n'aurez plus besoin d'attendre un signal pour agir. Nous aborderons plus en détail cette stratégie dans les chapitres suivants. Rejeter une victoire. Bien sûr, certaines personnes ont presque autant de mal à accepter une victoire qu'une perte. Un gain peut déstabiliser certains traders et les empêcher de viser plus haut. Je suis surpris par mon succès et j'essaie d'en profiter, a déclaré Stan. Quand tout va très bien, j'ai peur que ça ne dure pas. Pour éviter qu'un gain ne devienne un obstacle à la concentration optimale, les traders doivent suivre certaines des mêmes étapes que pour surmonter la peur de perdre. Rester concentré, maîtriser ses émotions, continuer à progresser vers son objectif et passer rapidement à la transaction suivante. Étude de cas. Jeffrey était un homme très intelligent et enthousiaste, mais il avait du mal à conserver ses positions gagnantes pendant une durée raisonnable, c'est-à-dire les positions où son analyse technique et fondamentale indiquait un potentiel de profit bien supérieur à celui qu'il réalisait. Par exemple, il pouvait prendre une position courte sur une action qui grimpait de 5 à 10 points. Tellement content d'avoir eu raison, il encaissait ses gains rapidement. Jeffrey devait apprendre à prendre ses bénéfices au bon moment et à conserver ses positions quand il le pouvait. En général, il vendait à découvert, puis rachetait ses positions pour prendre ses bénéfices, avant de vendre à découvert à nouveau lors des rebonds. Il s'efforce maintenant d'être plus régulier et utilise simultanément le suivi des contrats à terme et du système d'entrée en position P&L, profit et perte, en temps réel sur son nouvel ordinateur, ce qui lui a été utile. Il apprend également à approfondir son analyse fondamentale. Nier la réalité. Un autre problème fréquent chez les traders est le déni de la réalité, surtout lorsqu'une action chute brutalement. Dans ce cas, l'incapacité à accepter la réalité est masquée par des excuses et la recherche de justifications pour un revirement de situation. Le trader le moins expérimenté tombe facilement dans ce piège de l'auto-justification et ne parvient pas à se sortir d'une mauvaise position, espérant un retournement de situation. Étude de cas. Ron avait tendance à nier la réalité. Toujours optimiste quant à ses transactions, il n'obtenait pourtant aucun résultat. Malgré un travail considérable, il ne parvenait pas à dénicher d'opportunités intéressantes sur le marché qu'il suivait. Frustré, il espérait néanmoins une amélioration au sein de son groupe. Je lui ai suggéré de réduire la taille de ses positions, de raccourcir ses horizons temporels, d'adopter une approche plus agile pour limiter ses pertes et, éventuellement, de resserrer ses stops en attendant une amélioration de la situation. Suivre le troupeau. L'effet de troupeau se manifeste par les fortes fluctuations des cours boursiers, reflet de millions de décisions prises dans le même sens. Il est difficile pour un trader d'aller à contre-courant, à moins de comprendre la force de cet effet et de posséder une connaissance approfondie de l'entreprise et de son action. Nombre de professionnels novices se laissent entraîner par cet effet de troupeau dans les salles de marché, sur des marchés instables et difficiles à prévoir. Étude de cas. Anthony, un trader relativement novice, a commis l'erreur de suivre le mouvement et de négliger ses propres analyses. Emporté par l'élan du groupe, il n'a pas respecté ses propres règles concernant la taille de ses positions. Un autre trader débutant, Michael, peinait à s'intégrer et avait tendance à trop écouter les autres, se laissant dissuader de prendre certaines positions. La solution pour lui a été de s'asseoir à côté d'un trader expérimenté comme Carl, capable de le motiver. Ce phénomène grégaire peut également perturber les traders plus aguerris. Jerry et Harrison ont gagné près de $3 millions en août 1999, mais n'étaient pas satisfaits de leur stratégie. Ils visaient les 5 millions. Ils perdaient systématiquement de l'argent lorsqu'ils s'écartaient de leur stratégie, étaient trop influencés par les appels et tradaient impulsivement, en dehors de leur plan. Leur modèle fonctionnait globalement, mais toutes leurs décisions à court terme étaient erronées. Ils ont dû cesser de modifier leur thèse pour justifier leurs investissements en actions et dissocier leurs idées à long terme de leur stratégie de trading à court terme. Ce chapitre aborde la première étape pour traders en pleine confiance, identifier les perspectives personnelles qui freinent la réussite en trading. Tout au long de cet ouvrage, j'analyse l'effet de mimétisme et autres contraintes qui influencent les actions quotidiennes des traders. J'explique comment dépasser ces attitudes et comportements peut les aider à trader plus efficacement et avec plus d'ambition.
L'étape suivante pour atteindre cette pleine confiance consiste à se fixer un objectif et à adopter un comportement cohérent avec celui-ci. Le chapitre 3 vous montrera comment ces deux étapes sont complémentaires. Plus vous identifierez les schémas comportementaux inhibés, acquis dès votre plus jeune âge, plus il vous sera facile de prendre les mesures nécessaires pour vous en affranchir et atteindre vos objectifs. Chapitre 3. Utilisez un objectif. Si vous voulez gravir l'Everest, vous ne pouvez pas vous contenter de faire un petit jogging d'1,5 km par jour. Il faut se demander, que requiert l'ascension de l'Everest? Ensuite, il faut commencer à se préparer en conséquence. Le même principe s'applique au trading. Pour réussir, il faut définir des objectifs précis et fournir l'effort nécessaire pour les atteindre. Au départ, l'objectif d'un trader nommé Chris était trop vague, gagner le plus d'argent possible. Il savait pourtant qu'un objectif concret de 100 000 $ par jour était réaliste. Pourquoi ne l'atteignait-il pas? Parce qu'il avait peur de perdre. Il ne maintenait pas ses positions aussi longtemps qu'il le pouvait. Il avait tendance à pratiquer le scalping pour réaliser un petit profit. Il n'arrivait pas à conserver le courage de ses convictions initiales. Nous avons discuté de l'importance d'utiliser cet objectif comme un outil pour orienter ses décisions de trading. Je lui ai suggéré que s'il gardait consciemment en tête l'objectif de 100 000 $ tout au long de la journée, sa capacité à rester plus longtemps sur une position augmenterait, tout comme sa rentabilité. Nous avons également évoqué l'importance de définir des critères et de se préparer la veille. Chris a gravi son Everest lorsqu'il a enfin compris que l'objectif n'était pas un chiffre, mais un outil pour visualiser clairement ses opportunités, de manière globale et précise. Lorsqu'il a saisi que son objectif était le fil conducteur de ses décisions de trading, comme la durée d'une position, sa taille et les efforts nécessaires pour progresser, il a acquis la détermination nécessaire pour l'atteindre. Il y est finalement parvenu, un gain considérable sur 250 options d'achat sur QRS, qui a progressé de 12 points. Plus loin dans ce chapitre, j'expliquerai plus en détail le processus qui a mené à son succès. Définir l'objectif. Un pas de géant vers l'émancipation des contraintes du passé consiste à investir en fonction d'objectifs précis. Si la plupart des gens reconnaissent la valeur d'un objectif, ils ne lui accordent pas forcément la même importance qu'à un principe directeur pour leurs transactions. Il est possible de choisir consciemment des objectifs personnels forts et significatifs qui guideront vos actions, plutôt que d'être dictés par des traits de personnalité automatiques. En vous engageant envers un objectif et en l'utilisant comme fil conducteur pour concentrer tous vos efforts sur sa réalisation, vous puiserez en vous des ressources insoupçonnées. Vous pourrez alors vous concentrer sur votre objectif futur, ce qui vous permettra de vous libérer des peurs du passé, des préoccupations liées à votre image et au regard des autres. Se fixer des objectifs n'est pas une idée nouvelle, mais ce qui distingue cette approche de trading du simple fait de se fixer un objectif et de travailler à l'atteindre, c'est la manière dont vous utilisez votre objectif quotidien. Idéalement, un objectif devrait vous aider à planifier votre stratégie, puis à mesurer vos performances afin d'identifier vos points forts, vos points faibles, les changements intervenus et les améliorations à apporter à votre trading. L'objectif vous permet de vous concentrer et de déterminer la taille de vos positions pour l'atteindre. Il vous aide à maintenir des investissements réguliers, par paliers prédéfinis. Il vous indique quand sortir d'une position et encaisser vos profits, ou au contraire, la conserver plus longtemps. Lors de la définition d'un objectif, il est important de ne pas se sous-estimer, mais aussi d'être réaliste. Des objectifs trop ambitieux peuvent engendrer frustration, démotivation et perte de motivation. Les traders doivent examiner régulièrement leurs objectifs et les ajuster si nécessaire. Si un objectif est trop facile à atteindre, augmentez-le. Si, après un certain temps, il s'avère inatteignable, prenez du recul et revoyez-le. Abaissez-le si nécessaire. Ne le voyez pas comme un reflet de vous-même, mais comme une étape indispensable pour améliorer vos performances en trading. Bien sûr, ce processus n'est pas toujours facile. J'étais gêné, a déclaré un trader. Tout le monde me regardait, surtout mon patron qui m'a dit que je fixais des objectifs trop bas, en dessous de mes capacités. Je suis d'accord avec lui. Je peux faire mieux. Étude de cas. Prenons l'exemple de Greg, un day trader expérimenté qui n'arrivait pas à enchaîner les gains. À cause de sa mentalité de perdant, il réduisait ses profits à chaque étape, ratant ainsi des opportunités considérables. Mon taux de réussite est mauvais. Je ne choisis pas mes meilleures idées, a-t-il déclaré. Au lieu de toutes les suivre, j'en choisis 5 sur 10. Je m'investis dans des actions sans persévérer. Je n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Même si je pense qu'une action devrait tenir 3 jours, j'abandonne, je renonce à l'idée. Et puis, 2 jours plus tard, ça remonte. Je n'attends pas que les choses évoluent. Voici une idée. Si vous vous fixez un objectif et que vous le notez, il vous servira de point de repère. Notez-le sur un post-it et collez-le à côté de votre écran d'ordinateur pour qu'il vous guide tout au long de la journée. Faites-le chaque matin lorsque vous fixez votre objectif quotidien. Conservez vos notes quotidiennes et notez-y votre progression vers votre objectif. Conservez ces notes au même endroit afin de pouvoir les consulter à la fin de la semaine. N'oubliez pas que se fixer un objectif, même en se concentrant dessus, ne suffit pas. Il faut de la discipline pour limiter les pertes.
Il faut de la maîtrise de soi pour ne pas tomber dans des habitudes autodestructrices. Bien que Ken se soit fixé un objectif, il avait du mal à l'exploiter. Je n'ai atteint que la moitié de mon objectif quotidien. En fait, avoir un objectif me pousse à prendre des risques et à vendre trop tôt. J'ai le potentiel de marquer 3 points avec mes meilleures idées, a-t-il déclaré à propos de la façon dont il pourrait atteindre son objectif et reprendre sa stratégie. Je ne marque qu'un demi-point. La différence, c'est de rester en position plus longtemps. C'est le plus difficile. Un objectif fournit un cadre permettant de choisir les actions appropriées indépendamment de vos pensées automatiques ou habituelles. Dans le cas de Ken, son objectif devrait être un guide pour l'aider à maintenir ses positions plus longtemps. En se concentrant sur sa stratégie et en s'appuyant sur ses informations et ses convictions, il devrait pouvoir patienter un peu plus longtemps afin de réaliser des profits plus importants et ainsi se rapprocher de son objectif. Son problème réside dans son impatience à obtenir ses profits. En adoptant une vision à long terme et en travaillant à un objectif plus ambitieux, il peut développer la patience nécessaire pour maintenir une position avantageuse. Par exemple, sachant qu'il a tendance à sortir trop tôt, Ken peut désormais s'entraîner à maintenir une position jusqu'à atteindre un point de sortie prédéfini. En suivant une stratégie définissant des points d'entrée et de sortie précis, Ken peut même atténuer la pression interne qu'il ressent lorsqu'il prolonge une position. L'objectif est conçu pour vous aider à élargir votre perspective et à saisir davantage d'opportunités. La promesse implicite de votre objectif vous permet de vous forger une nouvelle identité par vos paroles. Vous devenez ce que vous déclarez. Vous devez être à la hauteur de vos engagements. L'objectif est de choisir un but plus ambitieux que toute image de soi limitante que vous pourriez avoir actuellement et d'agir dès aujourd'hui en conséquence. Lorsque vous agissez dans le présent, en accord avec votre vision de l'avenir, vous créez les conditions propices à votre libération des conditionnements du passé. Étude de cas. Prenons l'exemple de Chris, le trader mentionné au début de ce chapitre, et voyons comment il a fini par atteindre son objectif ultime. Jeune et brillant, il était cependant excessivement prudent. Son problème initial était la nécessité de conserver ses positions plus longtemps. Lors de ma première évaluation, Chris tradait depuis 2 ans et semblait avoir du mal à développer ses positions et, par conséquent, à accroître sa rentabilité. Il avait tendance à liquider rapidement ses positions, mais l'observation suggérait qu'il devait apprendre à prendre des positions plus importantes, puis à les renforcer progressivement. L'analyse de ces statistiques a révélé un volume de transactions élevé, associé à une rentabilité unitaire faible mais constante tout au long de l'année 1997. Son gain moyen par transaction s'élevait à $583, tandis que sa perte moyenne atteignait $417, soit un ratio gain-perte de 140. Sa durée de détention moyenne par transaction était de 0,46 jours. Le ratio de Sharpe de Chris était de 3,41, avec un rendement du capital ajusté au risque de 180,98%. Il est intéressant de noter que 87% de ses positions étaient longues. Pour devenir un trader plus rentable, Chris devait diversifier ses stratégies de marché, conserver ses positions plus longtemps et réduire le volume de ses transactions intraday. Sa discipline lui permettait d'envisager l'avenir comme un trader plus stratégique. L'examen de son activité durant les 3 premiers mois de 1998 a révélé une certaine amélioration de ses performances. Sa sélection de titres est restée excellente, avec un taux de transaction gagnante de 54,8%. Depuis 1997, il avait augmenté la valeur des positions qu'il conservait chez lui le soir, mais ses périodes de détention avaient diminué. Bien que la taille de ses transactions augmentât, il était toujours incapable de laisser courir ses profits et le ratio entre sa transaction gagnante moyenne, $1783, et sa transaction perdante moyenne, $1466, restait très faible. En réalité, ses gains étaient minimes. Il multipliait peut-être les transactions où il tentait de gagner un demi-dollar en spéculant hors marché tout en conservant ses investissements. Craignant un retournement du marché, il sortait très rapidement. À un moment donné, il avait gagné $4 sur une transaction qui a ensuite pris $11. Ce style de trading rapide, basé sur des entrées et sorties fréquentes, était cohérent avec le fait qu'il utilisait une infime partie de son capital, environ $700 000. Chris a également compris qu'il devait se spécialiser dans un secteur. Il approfondissait ses recherches, mais se heurtait toujours à sa propre réticence à prendre de l'ampleur sans plus de certitude. Cette prudence, aussi force soit-elle, l'empêchait de faire faillite, mais elle l'empêchait aussi d'atteindre son plein potentiel. Son nouvel objectif était de trouver au moins une bonne idée par jour et d'apprendre à investir davantage sans être aussi sélectif et sans exiger une conviction absolue. Chris a finalement appris à se dépasser. Il a conservé ses positions plus longtemps et s'est concentré sur la maximisation des profits. Son rendement sur capital investi était bon par rapport à la moyenne, mais il devait investir davantage de capital. À un moment donné, il a même détenu jusqu'à 90 000 actions d'une même société. Fin décembre 1998, il avait gagné $290 000 en un mois et près de $3 millions au total pour l'année. Son taux de réussite était de 66,14%.
Son gain moyen par transaction s'élevait à 2146 $. Sa perte moyenne par transaction était de 1800, ce qui lui donnait un ratio gain-perte de 1,35. Il a également appris à commencer par des positions plus importantes. En effet, il investit désormais généralement 20 000 actions de 5 sociétés différentes. Théoriquement, il est ainsi en mesure de réaliser un profit de 100 000 $ par jour. Au fil du temps, Chris a continué à progresser. En août 1998, il a gagné 400 000 $ et visait un objectif quotidien de 100 000 $. Il commençait également à s'initier à la vente à découvert. Globalement, il a commencé à maîtriser pleinement son processus de trading. Et comme je l'ai mentionné précédemment, il a obtenu des résultats fructueux, notamment grâce à son gain exceptionnel sur 250 options d'achat QRS, qui a représenté son plus gros profit journalier à ce jour. L'intérêt de se fixer un objectif quotidien, qu'il soit de 5 000 $ ou de 10 000 $, réside dans le fait qu'il inculque aux traders incontrôlés un sentiment de discipline, la sensation d'utiliser ses compétences de manière constructive et efficace. Lorsque vous avez le sentiment de maîtriser votre destin, vous dépasserez souvent vos objectifs quotidiens. Plus important encore, vous percevrez des opportunités sur le marché qui vous échapperont lorsque vous serez effrayé, contrarié, en colère, envieux ou désespéré par vos échecs. Envisagez votre objectif non pas comme une simple cible, mais comme un prisme définissant les critères permettant de déterminer les actions à entreprendre dans le présent. Ce prisme vous aide à comprendre comment progresser en relevant vos ambitions, en les redéfinissant et en envisageant vos actions actuelles dans une perspective à long terme. Il vous permet également de prendre conscience de la nécessité d'acquérir de nouvelles compétences. Résister à l'approche de fixation d'objectifs. Malheureusement, de nombreux traders rechignent à se fixer un objectif, y voyant une pression pour augmenter leurs profits plutôt qu'une opportunité de développer pleinement leur potentiel. Certains traders n'en perçoivent tout simplement pas l'intérêt. En fait, certains s'y opposent catégoriquement. Si nous perdons 20% aujourd'hui, nous nous rattraperons dans quelques jours, a déclaré un trader, exprimant ses doutes quant à la fixation d'un objectif quotidien. Nous voulons gagner 1 million ce mois-ci, je ne sais pas si nous y parviendrons. Si nous avons 2,5 millions de $ investis dans différentes positions au sein de notre groupe, je ne peux pas vous dire combien nous gagnerons. Je connais l'évolution des fondamentaux. Nous tirerons le meilleur parti de cette opportunité. Certains mois, cela pourrait représenter 100 000 $. D'autres mois, 1 million. Je ne sais pas combien nous gagnerons. L'important, c'est de gagner de l'argent. Je ne peux pas vous dire combien nous gagnerons. Nous voulons gagner le plus possible. Comment pourrait-on prédire ces gains? Ce trader passe complètement à côté du sujet. Son genre de résistance ne fera que freiner sa croissance. Malgré tout, il a persisté dans son argumentation. Nous sommes encore trop tôt dans notre processus de maturation pour nous fixer des objectifs précis. Pour l'instant, nous apprenons à maîtriser nos positions. Il serait trop imprudent de prévoir un montant précis de profit. Nous investissons déjà la totalité de notre capital dans nos propres titres. Notre stratégie de trading nous permet de conserver la flexibilité nécessaire pour rester investi dans une action spécifique. Notre stratégie consiste à renforcer notre position courte sur 30 000 actions d'une entreprise. Si le cours baisse d'1 $ puis remonte, nous rencontrons de nouvelles positions. Nous n'avons pas d'avis sur les autres entreprises, nous avons donc maintenu notre position courte. Si nous nous fixions un objectif, nous risquerions de ne pas laisser courir nos gains. Nous avons simplement observé la tendance. Si nous intervenons en fonction de cette tendance, c'est pour renforcer notre position dans les deux sens. Nous ne pouvons pas nous fixer d'objectifs financiers. En procédant ainsi, vous ne vous surpasserez jamais. Pour trader en pleine confiance, il faut prendre des risques. Étude de cas. Fred est un cambiste au palmarès exceptionnel qui n'avait jamais songé à la nécessité d'un objectif précis avant notre conversation. Il a commencé à se demander ce qu'il aurait fait différemment s'il avait été animé par un engagement envers un objectif spécifique, plutôt que de simplement saisir les opportunités et d'attendre que les choses se produisent. Je veux gagner de l'argent le plus facilement possible. Je veux avoir une idée géniale, mais à laquelle les autres ne croient pas vraiment. Je veux être le premier, et je veux avoir le plus de succès possible. Je ne gagnerai rien, rien du tout, puis je réaliserai un mois exceptionnel. J'attends le signal parfait, au lieu de tenter ma chance avec des balles glissantes, des balles papillons et des balles courbes. En réalité, Fred attend la finalisation de chaque transaction avant d'en commencer une autre. Il n'a pas d'objectif financier qui le pousse à rechercher de nouvelles opportunités. Je m'en tiendrai à ma thèse jusqu'à ce que le prix me prouve le contraire, a-t-il déclaré. Ensuite, je sors de la position et je cherche une autre opportunité. Je n'aime pas en commencer une autre tant que la première n'est pas terminée. Cela me permet de rester concentré sur une seule opération. Je privilégie le pari le plus facile. Tout le reste est secondaire. Lorsqu'on a un objectif, l'écart entre sa situation actuelle et l'objectif visé crée une tension créative et pousse à utiliser l'information plus efficacement. On fait le nécessaire en fonction des fluctuations du marché. Il faut ensuite élaborer des plans de secours pour s'assurer d'atteindre son but. Il s'agit de réduire l'incertitude grâce à l'information, de couvrir ses positions pour limiter les pertes et d'acheter des options de vente.
Il peut être nécessaire de limiter ses pertes. Il peut être nécessaire d'augmenter ses positions, de constituer des équipes ou d'embaucher un analyste. Il faut trouver ce qui manque, comme Fred a dû le faire. Écoutez un autre trader qui peinait à accepter la nécessité de se fixer un objectif quotidien. « Je suis trop attaché à certaines de mes valeurs favorites », a-t-il déclaré. Il est humain de s'attacher. Peu m'importe d'avoir raison. Je préfère me tromper et gagner de l'argent. Je veux augmenter mes gains, mais je risque de tout perdre. On gagne parfois, on perd parfois. L'autre approche est peut-être plus instable. Je devrais probablement continuer à prendre des positions et en acheter davantage lorsque le cours baisse. Je devrais probablement réaliser un profit quotidien en combinant des stratégies à court et à long terme. Je ne me suis pas encore engagé à le faire chaque jour. Les traders doivent prendre la décision consciente de gagner un certain montant par jour. Pour ce trader, ce n'était pas un manque de compétences ou d'opportunités, mais un manque de priorité accordée à ses propres résultats. Si les traders ne se fixent pas d'objectifs chiffrés, il y a de fortes chances qu'ils ne l'atteignent pas. S'ils se fixent un objectif et l'atteignent, ils gagneront probablement davantage. N'ayez pas peur de vous fixer un objectif, même si vous ne gagnerez pas toujours. Mise en œuvre d'une stratégie. Une fois votre objectif défini, il vous faut déterminer les moyens de l'atteindre. C'est ce qu'on appelle votre stratégie de trading. Une stratégie de trading vous aide à planifier comment gérer les différentes imprévus du quotidien. Elle vous permet de faire face à l'incertitude du marché. Un plan vous offre une vision claire des opportunités à saisir. Il vous indique également quand entrer et sortir de position, ainsi que le montant maximal de gains que vous pouvez espérer réaliser sur certaines transactions. Il vous aide à résister aux tentations et aux distractions, et vous protège de vos propres réactions émotionnelles. Pour élaborer une stratégie, vous devez vous efforcer de distinguer les faits de vos transactions de vos réactions émotionnelles et de vos interprétations hâtives. L'anxiété et les troubles émotionnels vous empêchent souvent d'évaluer objectivement la situation et de trouver des solutions créatives. Analyse des transactions passées. Dans un premier temps, il vous faut identifier les lacunes de votre discipline. Commencez par analyser vos meilleures transactions. Qu'est-ce qui a fonctionné? Quelles caractéristiques communes avaient vos transactions les plus fructueuses? Se concentrent-elles toutes dans un seul secteur? S'agit-il d'un marché qui vous intéresse particulièrement? L'analyse des transactions perdantes est également instructive. Pour comprendre comment, essayez l'exercice suivant. Examinez attentivement une transaction passée qui n'a pas donné les résultats escomptés. Posez-vous les questions suivantes. Quels sont les faits? Quelle transaction précise a déclenché votre réaction émotionnelle? Quelles sensations corporelles avez-vous ressenties? Quelles émotions avez-vous ressenties? Quelle a été votre décision de trading sous le coup de l'émotion? Qu'en avez-vous pensé? Quel avantage avez-vous retiré de cette réaction? Cette réaction était-elle typique pour vous? Quel bénéfice avez-vous retiré de votre réaction? Comment cette réaction pourrait-elle être liée à un principe de vie qui a guidé votre existence? Quelles autres réponses auriez-vous pu apporter dans cette situation? En répondant à ces questions, vous découvrirez peut-être, par exemple, que vous réagissez avec anxiété à une transaction, que vous vous obstinez à maintenir une position pour prouver que vous aviez raison, puis que vous vous en voulez et que vous redoublez de mise dans l'espoir de récupérer vos pertes. Au lieu de cela, vous devriez accepter votre perte et limiter son aggravation, qui résulte souvent de l'obstination et de l'espoir. Un autre schéma de réaction possible est que vous sortez trop tôt pour éviter les problèmes, ratant ainsi des opportunités de gain. En répondant à ces questions et en analysant vos décisions, vous pouvez déterminer comment vos émotions ou vos habitudes passées ont influencé le résultat de la transaction. Réfléchissez à ce que vous auriez pu faire différemment si vous aviez élaboré un plan en fonction de votre objectif de trading. Que pouvez-vous apprendre de cette transaction? Comment trader plus objectivement à l'avenir? Le but de ces questions est de vous aider à identifier comment atteindre un état de concentration optimal en tradant de manière constante avec un objectif à long terme. Après s'être posé ces questions et avoir analysé ces statistiques, un trader nommé Justin s'est rendu compte qu'il réussissait bien mieux lorsqu'il s'en tenait à sa stratégie, se concentrait sur la sélection d'actions qu'il connaissait et gérait un portefeuille équilibré. Mes opérations les plus fructueuses mettent généralement un peu plus de temps à porter leurs fruits, a-t-il déclaré. Mes 7 meilleures opérations, qui ont représenté la moitié de mes profits et pertes, ont duré plus d'1 mois. Ma stratégie est désormais en marche. J'ai appris à trouver un équilibre entre le trading et l'investissement, tout en tirant parti de toutes les ressources disponibles pour la société. Étude de cas. Rick est un scalper. Il commence à entrevoir la possibilité d'atteindre des objectifs bien plus ambitieux que ceux qu'il a jamais atteints dans son ancienne entreprise. Il attribue ces possibilités à la volonté de sa nouvelle société d'encourager l'utilisation du capital, contrairement à d'autres qui la découragent. Ces derniers mois, Rick a gagné $1 million et pense pouvoir atteindre son objectif de 8 millions, voire plus, pour l'année. Il est prêt à tenter de gagner $1 million par mois. Pour ce faire, il doit continuer à suivre les tendances du marché et à trader activement. Il ne doit pas se laisser absorber par une analyse excessive, une trop grande confiance dans les avis des courtiers, ni un attachement trop fort à ses propres convictions sur une action. En tant que day trader, Rick tire profit des analyses menées le matin,
mais il a généralement tendance à conserver ses positions trop longtemps et à perdre davantage. Il trouve que le marché a été difficile ces dernières semaines et que les analyses ont été nulles. Il reconnaît avoir un tempérament impulsif et qu'il doit apprendre à mieux le maîtriser. Il doit aussi consacrer moins de temps aux actions à faible capitalisation, qui sont peu liquides. D'après notre discussion, il semble se relâcher après des transactions réussies et devenir négligent. Ce comportement semble lié à l'excitation d'atteindre un objectif, suivi d'une déception et d'une perte de concentration. Il doit rester vigilant et se rappeler de bien placer ses ordres stop et de sortir du marché lorsqu'une opération ne fonctionne pas. La solution à ce problème est de comprendre qu'une transaction suit un cycle. Une fois qu'une transaction est enclenchée et qu'elle atteint son objectif, Rick doit passer à la suivante et la mettre en œuvre. Ainsi, à mesure que ces transactions réussissent, il n'a pas le temps de se décourager. Il passe rapidement à l'expérience d'une autre transaction. L'idée est d'enchaîner les objectifs qui se réalisent progressivement afin de maintenir la dynamique psychologique nécessaire pour rester motivé. Analyse des résultats. Il n'est pas toujours agréable d'examiner les résultats de ces transactions, surtout s'ils ne correspondent pas à vos attentes. Cependant, il est important de se rappeler que les résultats ne sont que des résultats et ne disent rien de vous. Ils reflètent simplement l'énergie et l'engagement déployés pour les obtenir, ainsi que la structure mise en place pour y parvenir. Face à une transaction perdante, il est essentiel d'identifier les lacunes de votre plan. Quelle stratégie aurait permis d'obtenir des résultats différents? Étude de cas. Devin a démontré un excellent ratio gain-perte et une discipline de trading exemplaire, avec un ratio gain-perte supérieur à 2/1 par transaction et par action. Son gain moyen par action était de $1,94 et sa perte moyenne par action de $0,82, soit un ratio gain-perte de 2,37. Cependant, la corrélation négative observée avec la durée de détention, -0, 23,8% pour les transactions et -0, 21,7% pour les actions, suggère qu'il pourrait améliorer son résultat net en liquidant ses positions plus rapidement. Sa durée de détention moyenne était de 3,32 jours pour les transactions et de 3,25 jours pour les actions. En clôturant ses positions plus rapidement, il améliorerait son résultat net. De prime abord, Devin semble être un trader très expérimenté et discipliné. Cependant, l'analyse de ses transactions révèle que sa rentabilité est inversement proportionnelle à la durée de détention de ses actions. Là encore, sa « force » présente un aspect négatif. C'est précisément ce qu'il peut améliorer en élaborant un plan, avec des points d'entrée et de sortie clairement définis, par exemple. Une analyse plus poussée, 6 mois plus tard, a révélé que le montant de ses gains, $10 900, était inférieur à celui de ses pertes, $11 000, ce qui suggère une forte tolérance au risque. Il devrait s'efforcer de se désengager plus rapidement de ses positions perdantes afin d'améliorer son ratio gain-perte. Il semble également que ce ratio gain-perte ait évolué lorsqu'il a cessé d'investir dans les valeurs traditionnelles et s'est tourné vers les valeurs technologiques en 1999. Ce faisant, il a progressivement augmenté la taille de son portefeuille jusqu'à atteindre un niveau équilibré de $50 millions, contre 25 millions en 1998. Compte tenu de la volatilité des valeurs technologiques, pondérée par le bêta, cette valeur équivaut à $150 millions d'investissement dans les services publics. Il gère généralement 50 positions, qu'il conserve pendant des durées variables. Lorsqu'il réalise d'importantes variations de cours, il encaisse ses profits. En 1999, son rendement sur capital investi a atteint 100%. Le jeu de Devin s'est amélioré. Il était doué pour élaborer des stratégies et très discipliné, ce qui lui a permis de réduire ses pertes et d'augmenter sa rentabilité. Maintenant, je comprends mieux le jeu, a déclaré Devin. J'ai vu davantage de situations, je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et ce qui me cause des problèmes. Je respecte le marché, je suis discipliné quant à mes sorties et très attentif aux points d'entrée. Contrairement à Devin, la plupart d'entre nous avons tendance à surréagir lorsque les résultats ne sont pas satisfaisants. Les traders ont souvent tendance à nier leurs résultats ou à les rationaliser. Le plus souvent, la situation reste exactement la même et aucune avancée significative n'est réalisée. La véritable solution consiste à créer des stratégies qui permettront d'obtenir de meilleurs résultats. Il est préférable d'adopter de nouvelles habitudes de trading dans les types de transactions où les actions sont fluides et où l'anxiété ou la peur vous freinent le moins. Réfléchissez à la taille des positions et à la durée des transactions qui vous conviennent le mieux. Que pouvez-vous faire avec peu de réflexion, d'effort ou de résistance? Quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous aujourd'hui pour trader de cette manière? Que pouvez-vous constater dans cette vision? Le trading exige de la patience et un respect rigoureux de sa stratégie. Il est essentiel de faire preuve d'autodiscipline. L'important est de ne pas perdre confiance en soi. Lorsque les choses tournent mal, il est crucial de ne pas abandonner ce qui a fonctionné ni d'essayer des approches radicalement nouvelles. La meilleure solution consiste à s'en tenir à sa stratégie et à analyser les actions nécessaires pour la remettre sur la bonne voie. Il faut procéder à des ajustements, éliminer les erreurs et rester concentré et serein.
Maintenir sa concentration mentale. Bien sûr, une fois lancé et en pleine confiance, il est facile de perdre le fil. En réalité, dans le cadre d'une stratégie de trading, vos propres réactions peuvent vous freiner. Des études ont montré, a déclaré un trader, que le timing du marché a peu d'influence sur les résultats à long terme. La véritable réussite réside dans la capacité à persévérer dans les moments difficiles. Le succès dépend davantage du comportement de l'investisseur que de son propre comportement en matière d'investissement. Lorsque vous êtes dans un bon état d'esprit, vous tiendrez le coup plus longtemps. Vous devez garder la même attitude, que vous n'ayez rien ou 20 millions de profits. Tout le monde gagne quand on gagne. Mais peut-on gagner quand on perd? Chaque trader doit comprendre comment il s'auto-sabote. Les traders utilisent leur expérience passée, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes ou celle que les autres ont d'eux pour s'éliminer du jeu. Ils s'auto-sabotent alors même que certaines compétences dans ce domaine s'apprennent. De plus, les attentes servent les autres. Les objectifs, eux, ne servent que vous. En mettant en œuvre votre stratégie, vous constaterez les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Par exemple, certains types de pensées risquent d'entretenir l'anxiété et la peur de l'échec. Avez-vous des pensées comme « Je me fiche de ce qui se passe. Je suis trop gros pour ça. Je suis une personne trop importante pour m'occuper de ça. Je n'ai pas besoin de faire ça. Je ne veux pas avoir l'air ridicule. » Il est important d'apprendre à identifier les moments où l'on s'écarte de sa stratégie et où l'on hésite à poursuivre son objectif par peur de l'échec. Plus vous exprimerez votre vérité, plus vous vous sentirez libre. N'ayez pas peur de faire confiance à votre intuition. Ayez une vision claire et vous commencerez progressivement à vous en rapprocher. En reconnaissant vos pensées négatives ou irréalistes, qui engendrent anxiété et découragement, vous pouvez apprendre à les transformer en pensées positives en vous concentrant sur des actions cohérentes avec votre objectif. Il devient alors possible de modifier votre perception de vous-même afin de privilégier la réalisation de votre objectif et l'expression de votre potentiel créatif. Restructurez vos réactions. Comme l'a fait remarquer Aristote, une chose est une chose. Les choses et les événements sont ce qu'ils sont, ni plus ni moins. Pourtant, nous avons tendance à leur attribuer notre propre signification ou nos propres attentes et à réagir avec déception lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Souvent, nous essayons de nous corriger car nous nous sentons déficients. En réalité, le problème ne vient pas toujours de nous, mais de la situation. Je suis déconnecté, a déclaré Grant. Je ne vois pas les opportunités. Tout cela s'auto-alimente, c'est vrai. Dans la plupart des cas, ce ne sont même pas les événements eux-mêmes qui expliquent votre ressenti. Votre anxiété et votre tension proviennent plutôt de votre interprétation de l'événement. En distinguant l'effet de l'interprétation et de la réaction émotionnelle, vous comprendrez mieux la nature de vos transactions. Lorsque vous parviendrez à identifier les faits pour ce qu'ils sont, vous serez en mesure de créer de nouvelles stratégies pour gérer les événements de trading eux-mêmes. Rationalisez vos performances. Pour rester concentré, il faut rester dans le jeu. La conviction naît du jeu avec conviction. Si vos transactions ne sont pas fructueuses, posez-vous quelques questions pour comprendre comment vous justifiez vos mauvaises performances. Pourquoi ne vous en sortez-vous pas bien? Que pouvez-vous faire de plus pour gérer davantage de capitaux? Que pouvez-vous améliorer? Justifiez-vous vos performances par rapport à celles de l'année précédente? Maîtrisez-vous votre compte de résultats quotidien? Il est essentiel d'examiner attentivement tous ces points. La régularité est primordiale, tout comme la capacité à enchaîner les journées rentables. Il est moins crucial de réaliser des performances exceptionnelles à chaque fois. Si vous parvenez à maintenir un certain niveau de performance, vous pourrez alors viser plus haut et investir dans un plus grand nombre d'actions. En élaborant un plan pour progresser continuellement vers la transaction suivante, Rick a surmonté son obstacle. À un moment donné, il a réalisé un gain de 1 100 000 $, soit bien plus qu'auparavant. Il prenait davantage conscience de sa tendance à s'interrompre. S'il reste vigilant, il devrait pouvoir atteindre 2 millions de dollars de gains mensuels. L'objectif est d'aider les traders à performer selon un modèle établi, indépendamment de leurs préoccupations personnelles et de leur image. Se fixer des objectifs témoigne de la confiance du trader. C'est un état d'esprit, un socle sur lequel s'appuyer. Si vous voulez gagner 1 million de dollars par mois, vous ne pouvez pas vous contenter de 5000 actions en portefeuille. Vous devez en prendre 50 000 et approfondir votre compréhension des actions que vous négociez. Vous devez adapter vos paramètres. Si, malgré ces modifications, vous n'atteignez toujours pas votre objectif, revoyez votre stratégie. Identifiez les éventuelles lacunes de votre stratégie, de vos recherches ou de votre analyse. N'hésitez pas à demander de l'aide et à vous faire accompagner par des personnes qui pourraient percevoir des aspects de votre travail qui vous échappent. Quoi que vous fassiez, ne renoncez pas à votre objectif. Utilisez-le comme un phare, non comme un frein à votre activité de trading, mais comme une source d'encouragement pour trader mieux. Demandez-vous quel niveau d'exigence vous imposez. Vous ne pourrez pas l'atteindre avec votre niveau d'activité actuel. L'exercice de définition d'objectifs vise à vous faire prendre conscience du lien entre vos efforts et vos objectifs. Restez engagé. Ce qui distingue le trader exceptionnel du trader moyen, c'est que le trader exceptionnel se fixe un objectif sans aucun point de départ, sans certitude ni garantie, et détermine ensuite les actions nécessaires pour l'atteindre.
Il laisse l'objectif extérieur, et non ses croyances et idées préconçues, dicter ses actions, et ce faisant, il parvient à puiser dans des énergies créatives insoupçonnées qui restent inexploitées tant qu'il n'y a pas d'engagement. La stratégie et l'objectif contribuent à protéger le trader en période de difficulté. Pour réussir, le trader doit conserver sa confiance malgré des pertes répétées. Les meilleurs traders partagent la même mentalité. Ils tirent des leçons de leurs victoires comme de leurs défaites et continuent de progresser. C'est une ascension graduelle. Ils restent concentrés sur leur objectif et ne s'en écartent jamais. C'est là toute la valeur d'un but. J'ai transposé mes compétences sportives à ce secteur d'activité, explique Andrew. C'est un jeu compétitif avec ses hauts et ses bas. On gagne, on perd. On apprend à se relever. Il faut comprendre les règles du jeu et s'y atteler. Vous pouvez modifier votre façon de penser et votre perspective, et ainsi changer votre perception des événements et votre réaction face à eux. En effet, vous pouvez entrer dans un état de concentration optimale et commencer à trader en vous basant sur un concept plus puissant, fondé sur vos connaissances, plutôt que sur vos propres schémas de pensée limités. Bien que cette idée puisse paraître un peu intimidante au premier abord, la décision consciente de vous exposer au défi de cet état de concentration optimale vous donnera les moyens d'agir. Ici, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Plus vous vous entraînerez à suivre votre stratégie, plus vous gagnerez en confiance et en maîtrise de votre destin. Cette pratique vous apportera la confiance, les compétences et les habitudes nécessaires pour réaliser votre plein potentiel. En changeant votre cadre de référence, votre réaction face aux événements évoluera. En modifiant votre réaction face aux événements, votre trading prendra forme et vous vous retrouverez à trader dans cet état de concentration optimale de plus en plus souvent et de manière plus constante. Fin de la partie 1. Merci de vous abonner.